Vous avez, dans votre propos, déclaré, finalement sur le ton de l'évidence, que les problèmes de qualité d'accueil des jeunes enfants n'étaient pas plus ou moins présents selon le type de gestionnaire, à savoir privé lucratif, associatif ou public. Je dois vous dire que sur ce point-là, nous avons sûrement un désaccord, parce que depuis que je travaille sur cette question des crèches, depuis aussi les travaux de cette commission d'enquête, je crois que nous avons beaucoup de témoignages, beaucoup de retours terrain qui montrent que, effectivement, les problèmes de qualité d'accueil peuvent exister partout, ça je ne dis pas le contraire. En revanche, la logique financière de certains groupes de crèches provoque un problème particulier. Alors, je sais que c'est un débat, y compris dans cette commission d'enquête, où entre parlementaires, on a eu ces échanges, avec toujours la question qui revient, mais quel est l'élément chiffré quantitatif qui permettrait de démontrer si c'est plus grave ou pas dans le privé lucratif par rapport à ailleurs? Eh bien, réfléchissant à tout ça, moi je vous propose un élément quantitatif chiffré très concret, ce sont les fermetures administratives de crèches sur décision du préfet, après le signalement d'une PMI, parce qu'on est tous d'accord que quand il y a une fermeture administrative, c'est qu'à un moment, la PMI a considéré que là, la santé, la sécurité des enfants étaient en danger. Mais sauf que quand on regarde ces fermetures administratives, qui elles concernent? Uniquement des micro-crèches qui sont des gestionnaires privés lucratifs. Voilà, il suffit de faire une petite recherche Google « fermeture administrative crèche privée » et vous voyez sur un rythme de à peu près 2 ou 3 fermetures tous les mois, ce sont ces crèches qui sont concernées et parfois des crèches des grands groupes. Et même pour vous dire, mesdames les ministres, il y avait quelque chose, je trouve, d'assez sidérant, c'est que pendant que nous étions en commission d'enquête en train d'auditionner les représentants de ces grands groupes de crèches et qui nous expliquaient par A plus B à quel point ils faisaient des efforts extraordinaires sur la qualité de l'accueil, en fait, en même temps, ils avaient sur le terrain une ou deux micro-crèches qui étaient en train de subir un arrêté de fermeture de la part du préfet à cause des problèmes de qualité d'accueil. Donc ça, c'est ma première question. Vous voyez où je veux en venir. Moi, je vous apporte un élément très concret pour montrer que dans le secteur privé lucratif, il y a un problème plus grave qu'ailleurs, ce sont la liste des fermetures administratives. Est-ce que vous êtes en capacité de me dire « Ah mais non, il y a aussi beaucoup de fermetures administratives dans les crèches municipales ?» Je ne crois pas que ce soit le cas, mais si vous avez d'autres éléments, est-ce que vous pouvez me les apporter? Qui répond? Madame la ministre Lahiri. Merci, Monsieur le Président. De manière très factuelle, 21 fermetures administratives, effectivement, sur 26, sont dans des structures lucratives. Pour autant, ce que nous avons souhaité... 21 sur 26, oui, c'est ça? 21 sur 26. Et c'est les remontées de l'enquête de la DGCS. Après, de manière très factuelle, quand je dis « statut ne fait pas vertu », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument faire ces contrôles qui sont lancés, et je ne présage absolument pas des conclusions des contrôles des groupes. Et les groupes peuvent être associatifs, lucratifs, commerciaux, parfois également publics. Les faits peuvent être soit de manière organisée et systémique, et c'est exactement ce que ces contrôles devront soulever avec les différentes rencontres, mais ils peuvent être aussi le fait de dégradation de conditions de travail ou de faits plus individuels. Et l'enjeu de ces contrôles, c'est pour ça qu'on les a lancés, et je pense qu'on n'a pas attendu, puisque dès que la loi nous l'a permis, nous l'avons enclenché, c'est d'éclairer en réalité les particularités de ces groupes, et c'est pour ça que je me suis engagée à ce que l'ensemble des groupes connaissent ces contrôles, quel que soit leur statut. Mais au-delà de ce point, monsieur le député, les chiffres que j'ai, je viens de les partager avec vous. Et moi, mon enjeu, c'est de récupérer ces contrôles et d'en tirer des conclusions. On a dit, et nous le partageons avec la ministre Vautrin, nous serons intraitables et nous engagerons les responsabilités pénales si nécessaire et les articles 40 à chaque fois que nous aurons connaissance de faits du coup délictueux ou de faisceaux nous permettant d'engager les responsabilités des uns et des autres. Monsieur le député Martinet. Merci Madame la Ministre pour ce chiffre dont je ne disposais pas. Je ne sais pas si la rapporteure avait déjà ces éléments, mais maintenant nous les avons. Mais alors du coup, 21 fermetures administratives sur 26, ça veut dire que 80% des fermetures administratives concernent le privé lucratif, qui lui-même représente 25% des places. 80% des fermetures, 25% des places. Du coup, est-ce que l'on peut être d'accord pour dire qu'il y a un problème particulier de qualité de l'accueil dans le privé lucratif, à partir des chiffres que vous venez de nous donner? Madame la ministre Lahiri. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, le rapport dont j'ai eu à connaître et que j'ai rendu public dit une chose. Il ne dit pas que les conditions d'accueil où la qualité d'accueil est impactée par le modèle économique. Nous le saurons après les contrôles sur les différents groupes. Par contre, qu'est-ce que dit le rapport de manière très exacte? Il dit
que la situation de la microcrèche, plus spécifiquement, pose un certain nombre de dérogations. Et quand ces dérogations sont cumulées, alors il y a un risque sur la qualité, sachant que la particularité de la microcrèche peut être associative ou lucrative. Et donc je ne veux tirer aucune conclusion hâtive, si ce n'est la nécessité de démultiplier les contrôles, et nous avons pris notre part, d'accompagner les PMI dans les contrôles également, et de sortir les décrets permettant d'avoir des sanctions beaucoup plus rapides et beaucoup plus graduées. Et juste pour le chiffre, parce que je vois qu'on me l'approche. Le questionnaire, c'est la réponse du questionnaire de la DGCS, c'est bien ce qu'on avait en tête. 26 fermetures administratives concernent 100% d'établissements d'accueil du jeune enfant de droit privé. 24 des 26 établissements fermés sont des micro-crèches, 93% lucratives, 7% associatives. Voilà les chiffres très justes et très de l'administration. Oui, parce que la précision quand même sur le fait que ça concerne essentiellement des micro-crèches, oui, et que les micro-crèches concernent essentiellement pour le coup. Et donc la proportion. Madame Vautrin, il faut parler au micro parce que sinon ce n'est pas au compte-rendu. Alors je parle au micro, heureusement je n'ai pas parlé avant, donc tout va bien. Simplement pour dire, Monsieur le Président, Monsieur le député, que c'est là, on touche du doigt le référentiel qualité qui doit s'appliquer partout, et quel que soit le statut de la crèche. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas partout, d'où, et moi je ne suis pas là pour, comme vient de le dire Sarah, pour stigmatiser qui que ce soit, mais l'idée c'est le ratio d'encadrement unique selon l'âge de 4 à 6 enfants par adulte présent auprès de tous les enfants. C'est ce référentiel, le contrôle derrière du référentiel qui permettra d'assurer la qualité partout. Et je pense que ça c'est vraiment un point extrêmement important que d'avoir le même référentiel qualité, quel que soit le statut d'établissement. Monsieur le député Martinet. Mais Madame les ministres, est-ce qu'il ne serait pas temps justement de commencer à tirer les conclusions, comme vous le dites ? Le chiffre est quand même effarant. Donc, effectivement, vous l'avez précisé, je vous remercie, 93% des fermetures dans le privé lucratif. Alors oui, ce sont des micro-crèches, mais il y a un lien entre les deux. Pourquoi est-ce que les micro-crèches sont majoritairement des acteurs privés lucratifs? Parce que vous l'avez d'ailleurs bien expliqué, Madame la Ministre, les micro-crèches, ce sont des statuts dérogatoires qui permettent en fait d'avoir un coût à la place en termes de personnel qui est moins cher. Et c'est ça qui fait que le secteur privé s'est engouffré dans cette brèche-là. On se souvient, d'ailleurs, on a eu cet historique sur d'où nous viennent les micro-crèches. On a eu les ministres qui nous ont expliqué à l'époque, alors quand on a créé le statut de micro-crèche, l'objectif c'était d'avoir des petites crèches associatives dans les territoires ruraux, c'était plus pratique. Et on a bien vu que 15 ans après, c'est pas du tout ça qui s'est passé, que ce statut dérogatoire de la micro-crèche, ça a été l'outil utilisé par des groupes privés pour pouvoir ouvrir des crèches pour pas cher et avec évidemment un objectif de rentabilité derrière. Donc moi je pense qu'il est temps d'assumer les conclusions à la fois des rapports de l'IGAS et à la fois même du chiffre que vous venez de nous donner. Quand il y a autant de problèmes qui sont autant concentrés sur un gestionnaire, il ne s'agit pas de stigmatiser, ça n'a rien à voir avec de la stigmatisation, il s'agit juste de faire le lien entre 93% des problèmes dans un type de gestionnaire en particulier. Peut-être que ce type de gestionnaire, il faudrait s'y intéresser de façon un petit peu plus ferme, si je puis me permettre. Bon, peut-être, je ne sais pas si vous voulez réagir ou sinon je pose la je me permets juste une minute publicitaire avant que vous alliez sur votre deuxième question. C'est que nous-mêmes, enfin, la rapporteure a questionné l'ensemble des PMI et je pense, parce que les réponses affluent, qu'on va aussi pouvoir être en mesure de regarder aussi qui est contrôlé et de tirer en fonction de là où il y a des problèmes, les taux d'occurrence, etc., en fonction en micro-crèche, crèche, et en fonction des secteurs, puisqu'on voit bien qu'il y a des pratiques de contrôle qui sont extrêmement différentes en fonction des PMI, et qu'à l'intérieur, il y a eu un après, un avant été 2023, et même après 2023, on voit bien que le regard n'est pas exactement le même. Et on a pu observer, parce qu'on a été avec la rapporteure sur le terrain, mais je sais que mes collègues ont aussi été sur le terrain, et qu'on a pu observer que les rapports et les demandes de la PMI pouvaient varier aussi en fonction du statut de l'intervenant, et qu'il y avait un peu plus parfois de demandes d'agencement quand on était sur une structure publique, alors que sur une structure privée, j'allais dire, on avait des prises de décision plus rapides, puisqu'il y avait un niveau de dialogue public-public qui s'instaurait parfois plus aisément. Monsieur Martinet, allez-y, pardon. Merci, Monsieur le Président. Alors, je pose ma deuxième question, qui est sur le sujet des engagements du gouvernement en termes d'ouverture de places en crèche. Sujet que vous avez déjà commencé à aborder, les sujets qui me paraissent importants parce que s'engager à ouvrir des places en crèche,
c'est s'adresser aux parents sur un sujet important, parce que vous l'avez là aussi très bien dit, hein, beaucoup de parents qui ont des difficultés à trouver une place, et derrière un enjeu féministe, parce que nous le savons tous, sont principalement les femmes qui payent les pots cassés, si vous me permettez l'expression, quand on n'arrive pas à trouver une place pour l'enfant qu'on vient d'avoir. Donc justement, comme ce sujet est important, j'ai envie de dire qu'il faut être prudent et le plus transparent possible quand on prend des engagements. Et il se trouve que depuis les débuts de notre commission d'enquête, ce fameux engagement d'ouverture de 100 000 places d'ici la fin du quinquennat, bon, je ne sais pas comment mes collègues l'ont ressenti, mais moi, je n'ai pas réussi à trouver un seul interlocuteur qui, avec conviction, nous a défendu l'idée que cet engagement était juste tenable. Voilà. Non pas qu'il était sûr à 100% de le tenir, mais juste que cet engagement soit crédible. Et quand je dis l'ensemble des interlocuteurs, c'est-à-dire ceux qui gèrent, notamment les acteurs publics, ceux qui financent, notamment la CAF, il y a, on va dire, dans tout ça, un scepticisme qui est extrêmement puissant. Et même la discussion nous a permis d'aller un petit peu plus loin et de bien comprendre les enjeux. Si on se concentre sur la question des crèches municipales, qui représentent quand même, encore aujourd'hui, une part importante des crèches. Que nous disent les acteurs ? Il y a une programmation d'ouverture de places que la CAF peut financer, mais vous connaissez le financement de la CAF, il manque un tiers financeur. C'est bien le principe de tout ça. Et donc, quand on demande aux municipalités, est-ce que vous avez les moyens de jouer ce rôle de tiers financeur, est-ce que vous avez les moyens d'ouvrir ces places, les collectivités nous disent non. Alors là, du coup, ma question, elle est très simple. Si vous considérez que cet engagement gouvernemental est encore crédible, expliquez-nous comment est-ce que les collectivités vont financer. On a beaucoup réfléchi, moi je vois que 3 options. Soit la collectivité territoriale, elle bénéficie dans sa dotation de la part de l'État un budget supplémentaire pour ouvrir des places. Est-ce que c'est ça que vous allez faire? Deuxième possibilité, est-ce que la collectivité doit rogner sur certains postes budgétaires pour pouvoir les réinjecter dans l'ouverture de places? Donc est-ce que c'est ça que vous demandez aux collectivités, de faire des économies ailleurs pour pouvoir investir et ouvrir des places? Ou alors troisième possibilité, moi je l'avais oublié, mais c'est le DGCS qui nous l'a rappelé, est-ce qu'il faut que les collectivités augmentent les impôts locaux pour avoir les moyens de créer ces places? Voilà. J'ai beau tourner les choses dans tous les sens, je ne vois pas d'autre option que soit c'est l'État qui donne des sous aux collectivités, soit les collectivités font des coupes budgétaires quelque part pour le financer, soit les collectivités augmentent les impôts. Donc mesdames les ministres, est-ce que vous pouvez nous dire, pour que votre engagement soit tenu, laquelle de ces 3 options vous considérez que les collectivités doivent choisir? Mesdames les ministres. Merci, Madame Vautrin. Merci, Monsieur le Président. Moi, je vais revenir sur la partie, effectivement, financement, parce que c'est un des domaines sur lequel il y a un peu de budget. Donc, je pense quand même qu'il faut qu'on se le dise, puisque si je prends le dispositif financier qui est mis en place, il y a un bonus développement à destination des communes de 303 millions d'euros pour appuyer le financement des places. Donc ça, c'est quand même très concret, c'est financé et on a la capacité de le faire. On a un accompagnement financier spécifique pour aider les communes et les EPCI de plus de 3500 habitants qui doivent exercer les 4 compétences d'autorité, d'être autorité organisatrice du service public de la petite enfance. Et on est en train de travailler sur le PLF 2025 pour les communes et sur la loi de financement de la sécurité sociale pour les EPCI pour déterminer le montant pour compenser la charge. Moi, j'étais, jusqu'il y a encore 3 mois, élue adjointe au maire dans une grande ville qui n'est autre que la ville de Reims. Et ce que je peux vous dire, c'est que la ville participait au financement de l'accueil en finançant. Alors, c'est un modèle particulier qui est un modèle associatif. Pour autant, ça faisait partie de la stratégie municipale que de financer les crèches. Donc, il y a un moment, il y a aussi des choix des communes de participer ou pas. Parmi les politiques publiques des élus, il y a des élus qui choisissent de financer les crèches. Et il y a même des élus qui vont plus loin en allant sur des modèles, notamment je pense aux quartiers, avec des AVIP qui sont un modèle de crèche qui facilite l'insertion dans les quartiers. Donc il y a un moment où oui, l'État doit prendre sa part, oui, l'État doit financer, mais après il y a aussi, et ça c'est le rôle de chaque élu territorial, que de faire le choix de la stratégie qu'il souhaite avoir dans sa commune. Madame la ministre Lahiri, vous voulez compléter? Oui, Monsieur le Président, Monsieur le député. Vous avez posé une question sur les microcrèches au début. C'était la fin de vos questions. Les microcrèches, elles bénéficient en particulier de 3 dérogations. C'est bien ces 3 dérogations qui étaient ciblées dans le rapport IGAS. Et c'est pour ça que, conformément aux recommandations de l'IGAS, je souhaite lever ces dérogations d'ici 2026 pour aligner le cadre normatif de la microcrèche vers celui de la petite crèche, pour éviter, effectivement,
tout risque. Mais les inspecteurs ont été très clairs, ils considèrent que c'est bien l'application simultanée de l'ensemble des dérogations qui ne permet pas de garantir la qualité d'accueil. Dans le rapport, à aucun moment la question du statut initial n'est posée. Et donc c'est grâce au contrôle qu'on va lancer maintenant sur l'ensemble des groupes qu'on verra est-ce que c'est la conséquence de ces dérogations cumulées ou est-ce que c'est une spécificité d'un modèle ou d'un autre. Si c'est le cas, nous prendrons nos responsabilités et nous dénoncerons les groupes, quel que soit leur statut, s'il y avait vocation à savoir ou à avoir à connaître d'une dérive quelle qu'elle soit. Enfin, peut-être sur la question de l'ambition. Évidemment que je ne peux pas tenir un compteur, monsieur le député, et là, je vous rejoins sur 200 000 places de crèche nettes. On manque aujourd'hui, en ce moment, de 200 000 places de crèche. Donc c'est une ambition, mais cette ambition, elle ne pas supportée, elle ne sera pas supportée exclusivement par le collectif. C'est le premier mode d'accueil aujourd'hui dans notre pays, c'est l'individuel. Et donc tout ce qui nous permettra de soutenir l'installation d'assistantes maternelles, tout ce qui nous permettra de soutenir les EMAM, tout ce qui nous permettra de financer des lieux, des lieux communs, tout ce qui nous permettra aussi, grâce à la réforme du complément mode de garde, que ce soit pour les familles les plus vulnérables ou que ce soit demain pour les familles monoparentales, sont autant de leviers permettant en réalité de soutenir des modèles autres qui ne sont pas le modèle collectif, mais qui est un modèle d'accueil individuel. Et donc, dans ces 200 000 places, il y a bien sûr le collectif, mais il y a également, évidemment, l'individuel qui a vocation à être soutenu. Tout à l'heure, je l'ai rappelé, le risque sur l'individuel, il est peu de 300 000 places qui sont en risque aujourd'hui si la dynamique démographique de renouvellement générationnel ne se fait pas chez les assistantes maternelles en particulier. Madame la ministre, votre train, vous vouliez compléter. Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais juste rappeler deux choses. La première, c'est que vous imaginez que nous avons évidemment rencontré l'ensemble des associations d'élus avec lesquelles nous avons travaillé sur le sujet et rappeler à votre Assemblée que l'année dernière, 400 millions du FNAS n'ont pas été consommés. Donc, c'est probablement un des endroits pour lesquels il y a un peu de budget, je me permets de le rappeler. Monsieur le député Martinet. Non mais Madame la Ministre, il n'y a pas un peu de budget, enfin qu'on ne trompe pas les gens. Quand vous parlez de la somme non consommée dans le FNAS, c'est que la subvention à la place est insuffisante, que la collectivité n'a pas de moyen d'assumer le rôle de tiers financeur, et du coup, effectivement, la place n'est pas ouverte. Et les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure, le bonus territoire, etc., tout ça n'enlève rien à la problématique de « il faut un tiers financeur ». Voilà. Et donc, à partir du moment où il faut un tiers financeur, moi, je considère que vous n'avez pas répondu à ma question. Ce tiers financeur, est-ce que les collectivités ont de l'argent en plus? Est-ce que les collectivités, elles vont devoir couper dans d'autres politiques pour pouvoir financer leur place en crèche, ou est-ce qu'elles vont devoir augmenter les impôts locaux? Parce qu'encore une fois, tout ce que vous avez dit, on a discuté de tout ça très tranquillement avec la CNAF sur la COG, sur l'objectif, de 35 000 ouvertures de places en crèche PSU, mais encore une fois, on peut avoir des objectifs. On peut dire qu'il y a des sous pour financer ces places. Si les collectivités n'ont pas le moyen d'assumer le rôle de tiers financeur, les places, elles ne sont pas ouvertes. Et après, effectivement, on peut tenir le discours de « Ah, regardez, il y a du reliquat ». Mais pourquoi est-ce qu'il y a du reliquat? C'est parce que le financement à la place n'est pas suffisant et que du coup, les places, elles ne sont